Je suis très heureuse d'être ici et très heureuse que vous soyez nombreux pour écouter Michel Thévaux, qui a été très important dans mon histoire de l'édition. On a fait beaucoup de livres ensemble depuis, je ne compte pas le nombre des années, mais ça fait un petit bout de temps, disons. Et là, il y a eu l'opportunité de republier un livre fondateur qui s'appelle Les Écrits bruts, qui avait paru autrefois aux presses universitaires de France dans la collection de Roland Jacquard. Mais donc c'est pas le même livre parce que Michel Thévaux l'a refondu avec un autre livre sur les écrits bruts. Et donc c'est un livre tout à fait nouveau que nous vous proposons aujourd'hui, qui s'appelle donc Les Écrits bruts, le langage de la rupture, qui était le titre initial du livre Princeps. Comme vous le savez sans doute, Michel Thévaux était le fondateur de la collection de l'art brut à Lausanne avec Jean Dubuffet. Et c'est lui à eux deux, qui ont constitué les collections de ce remarquable musée. Les Écrits bruts est un livre, je dirais, qui, je trouve, a un regain d'actualité avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, bien entendu, il montre à quel point, si vous voulez, le langage est au cœur du pouvoir. En fait, le langage est un pouvoir, et ceux qui sont exclus du langage sont exclus du pouvoir, mais exclus socialement de la société. Et on se demande aujourd'hui, et c'est la première question que j'aimerais poser à Michel Thévaux, est-ce qu'aujourd'hui, l'art brut, les écrits bruts, est-ce qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, quel est le sens que ça a aujourd'hui par rapport aux années où tout ça s'est conceptualisé, fondé, créé? Il y a un parallélisme et même une réactualisation évidente, me semble-t-il. Réactualisation parce que, effectivement, avec ces écrits bruts dont il est question dans cet ouvrage, on se reporte plutôt à la première moitié du XXe siècle, à savoir une époque où ces écrits viennent majoritairement de l'hôpital psychiatrique. C'était une époque où les hôpitaux psychiatriques étaient encore des lieux de détention. C'était même les lieux de, comment dire, les camps de concentration de nos guerres civiles permanentes. C'était la définition que le psychiatre Thomas Szasz donnait aux hôpitaux psychiatriques. Donc, ces écrits trouvés majoritairement dans les hôpitaux psychiatriques étaient des écrits de personnes exclues de la société, qui avaient eux-mêmes été victimes de l'imposition de l'ordre symbolique, c'est-à-dire principalement du langage, qui avaient souffert du langage et qui, exceptionnellement, c'est pour cela qu'on a sélectionné les cas inventifs, les cas de contre-violence symbolique, eh bien, pour eux, le langage consistait à retourner l'arme contre l'ennemi, on peut dire. S'en prendre au langage, s'en prendre à l'instrument même de leur assujettissement, c'était leur manière de protester, de contester. Donc, c'est un phénomène historique, daté, et effectivement ce livre, je le précise bien, est circonscrit à ces écrits d'un temps révolu où la psychiatrie était extrêmement répressive et où, avec les victimes de cette répression, on avait affaire à la contestation majeure. Cependant, la réactualisation à laquelle Colette fait allusion, est-ce qu'aujourd'hui ça peut avoir
oui, une actualité? Est-ce que on peut ressentir par empathie quelque chose de commun avec cette contre-violence-là? Je pense plus que jamais. À savoir, je reprends la célèbre formule provocatrice de Roland Barthes quand il a été intronisé au Collège de France. Dans son discours, il a dit « Le langage est fasciste ». Il voulait dire par là que le langage ne nous sert pas de véhicule de notre pensée, il pense pour nous. Il y a une ventriloquie, le langage est ventriloque, et nous en sommes les poupées. Le langage, il suffit de faire l'inventaire des mots. Aujourd'hui, la peur des mots qu'on peut avoir aujourd'hui, comment dire, la perversion, le détournement des mots, je sais pas, les mots qui peuvent me venir à l'esprit, ça peut être les réseaux sociaux, par exemple, parler des réseaux sociaux alors qu'on a en faire un système d'autisme et de désindividualisation généralisée qui nous coupe de tout rapport, ou je sais pas, le coût du travail, comme si le travail coûtait, le travail crée de la valeur, il n'en prend pas, n'est-ce pas? Ce sont les dividendes des actionnaires qui coûtent. Enfin, on pourrait faire l'inventaire. Musée, puisqu'il est question de l'art brut, le mot musée est lui-même toxique dans un sens. Musée vient de muse, ça vient de la mythologie, de déesse grecque. C'est au fond le signe que le musée, c'est le transfert d'une religiosité. Donc on a affaire, de la manière d'ailleurs dont on envisage les grands artistes aujourd'hui, ce sont des demi-dieux. C'est presque de la métempsychose divine. Dieu peut-être a commencé à mourir, à s'effacer à la Renaissance, mais il s'est réincarné dans ces demi-dieux que sont les artistes. Donc c'est là pour dire que notre langue, on pourrait faire longtemps l'inventaire et s'amuser, chacun à trouver des mots toxiques, finalement c'est la langue intégralement qui passerait. Donc cela pour dire que en réactualisant, en nous référant à ces écrits bruts de l'âge répressif de la psychiatrie, on a quelque chose comme le paradigme grossissant de notre rapport au langage. C'est une manière, au fond, de prendre nous-mêmes une incidence d'étrangeté, un pas de côté sur l'usage que nous faisons de notre propre langue. Trop innocemment, nous en sommes les victimes, nous sommes les Heil-Hitler de cette fascisation du langage. Chaque fois que nous prenons la parole, enfin, là j'exagère, mais je vais dans le sens un peu de Roland Barthes. Attention à la langue, attention aux mots que nous utilisons, et c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas semblé inutile d'aller étudier ces écrits. Je dirais même, historiquement quand même, pour rappeler la chose, puisque Frédéric Ball est à mes côtés, historiquement, Dubuffet, qui a passé beaucoup de temps avec beaucoup d'argent, qui échangeait souvent ses œuvres contre des œuvres d'art brut, quand il a constitué cette collection de l'art brut, il s'est aperçu que dans les dessins, il y avait beaucoup d'écrits et qu'il avait souvent affaire à des écrits intéressants. Bon, il ne pouvait pas tout faire en même temps, il a remis cela à plus tard. Son propos, c'était une fois la collection constituée, enfin une fois l'essentiel du travail fait pour ce qui concerne l'art brut proprement dit, c'est-à-dire les peintures, les dessins, les sculptures, eh bien, il s'intéresserait aux écrits. Et par association, il donnait aussi aux écrits cette qualification de brut. Peut-être juste à ce propos, ça donne un éclaircissement sur cet adjectif de brut qui peut prêter à confusion. On a longtemps défini l'art brut par simplification comme un art orphelin, libre de tout héritage, totalement inventif, totalement individualistes, de gens qui inventaient leur propre système d'expression. Eh bien, peut-être qu'il faut, non pas nuancer, mais mieux articuler cette définition, et justement les écrits bruts nous y invitent, puisque écrire, déjà, c'est de la culture, hein. Les écrits auxquels nous avons affaire sont quand même le fait de gens qui ont forcément appris l'alphabet, qui l'ont d'ailleurs même tellement appris, qui savent le détruire et le pervertir d'une manière inventive. Donc, ce terme de brut, ça ne veut pas dire totalement orphelin, coupé de tout héritage, ça veut dire plutôt
ayant un rapport avec l'héritage culturel qui n'est pas un rapport de soumission, d'assujettissement, mais qui est un rapport libre, offensif, contestataire, et c'est cela. Les auteurs d'art brut, qu'ils soient des plasticiens ou qu'ils s'expriment par le moyen de l'écrire, se livrent à des détournements du langage. Ils démontent cette langue fascisante et ils nous en révèlent les tenants et les aboutissants. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre Brut. Alors juste pour en terminer avec l'histoire, Dubuffet a quand même eu avec Frédéric Mal un rapport de collaboration. Frédéric Val s'est chargé, enfin il nous le dira mieux lui-même, de faire des prospections en Belgique, tandis que de mon côté, avec Geneviève Roulin, qui était la conservatrice adjointe au musée, nous faisions des prospections en France, mais surtout en Suisse, dans les hôpitaux psychiatriques, où heureusement, il y avait des dossiers qui étaient restés, qui stagnaient. On a pu trouver beaucoup de documents. Mais enfin, on y reviendra, je ne veux pas abuser du micro. Non, mais abusez, parce que c'est vous que tous ces gens sont venus entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'art brut existe encore ? Il existe plus que jamais l'art brut et il nous pose plus que jamais des questions fondamentales. Moi, je m'avise, c'est vrai que l'art brut aujourd'hui est entré dans le commerce de l'art. C'est assez amusant d'ailleurs de penser qu'à l'époque où Dubuffet a transféré sa collection de Paris à Lausanne, je rappelle peut-être, c'est presque une anecdote, Dubuffet avait commencé par vouloir, il avait constitué associé une compagnie des Amis de l'Art Brut. C'était une association donc de gens qui, comme lui, s'intéressaient, l'aidaient à réunir cette collection. Dubuffet a demandé au conseil municipal de la ville de Paris d'égrever son association d'impôts, puisque c'était, du moins avançait Jean Dubuffet, puisque c'était une association d'utilité publique, puisque c'était une association de collection d'œuvres d'art. À quoi le conseil de la ville de Paris a répondu qu'on ne pouvait pas le dégrever d'impôts parce que cette association n'était pas d'utilité publique, étant donné que ce qu'elle récoltait n'était pas de l'art, c'était des dessins. Ce qui a facilité le passage ensuite à Lausanne, parce que Dubuffet a excipé de cette définition que le conseil de Paris a donnée de sa collection, à savoir des dessins de fous. Ça n'est pas de l'art, ça ne vaut rien, c'est du matériel psychiatrique, donc ça a pu passer la douane et ça a pu quitter la France sans avoir à répondre à aucune des... J'ai peut-être un peu tort de dire, non, monsieur, non, il y a prescription, je ne crois pas qu'on va nous réclamer la restitution. Mais enfin, c'est là pour dire qu'à l'époque, je ne sais plus quelle était la question, mais qu'à l'époque, c'était considéré comme du matériel documentaire, scientifique, de caractère psychiatrique ou des singularités. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé puisque l'art brut est à la mode, on peut le dire. Il commence à être vendu. Et je m'aperçois, d'après les réactions de ceux qui s'intéressent à ce problème, que les réactions sont partagées. C'est vrai que l'art brut commence à coûter cher. Les uns évoquent cela triomphalement, d'une manière revancharde, en disant, vous voyez, l'art brut, il n'y a pas à vouloir en faire quelque chose de contestataire, c'est marchandisable, n'importe quoi. Il y a une sorte de triomphe revanchard sur le fait que l'art brut puisse être commercialisable. Il y en a d'autres qui ont une réaction alors de
pudeur, de outrager, n'est-ce pas, que l'art brut, on se met à l'acheter, alors que c'est contraire à sa définition. Chacun, au fond, a sa réaction. Moi, personnellement, ma réaction, ça serait de penser que Daguerre Aloïse, ça commence à se vendre, je sais pas moi, 50 000 €, c'est scandaleux. Ça devrait être 10 fois plus cher. Ça n'est pas assez cher. Si vous voulez investir, investissez là. Hein. Je vous conseille, nous sortons de la collection Pinault. D'ailleurs, il va commencer. Oui, il a commencé. C'est ce qu'on m'a appris. Donc, ce que je veux dire par là, quand Colette me demande si les choses ont changé, moi, je lui retourne et je vous retourne la question, c'est-à-dire l'art brut sera le rapport que vous inventez avec lui. L'art brut nous propose un accueil. Quel accueil allons-nous lui réserver? Est-ce que nous allons l'acheter pour investir? Est-ce que nous allons l'acheter parce que c'est à la mode? Est-ce que nous allons nous y intéresser parce que ça parle de nous? J'avais un ami qui disait « Je ne lis que les livres qui parlent de moi ». C'est vrai, pourquoi lit-on? Si ce n'est parce que Madame Bovary, c'est pas Flaubert, c'est moi. Donc, c'est ça, ça dépend de l'usage qu'on fera de l'art brut. Et je pense que, plus que jamais, dans cette période justement de marchandisation, le fait qu'il y ait des gens intacts, dont leurs œuvres peut-être se vendent très cher. Hein. On racontait à Robillard, qui crée ses fusils, c'est un ami qui nous montrait, qui est peut-être là, Philippe Espinasse, qui m'a raconté qu'il montre à Robillard un fusil en lui disant ce fusil que tu as vendu 20 francs, 20 francs à l'époque, il vaut 15 000 € aujourd'hui. Rire de Robillard, qui était enchanté, qui ne s'estimait pas dépossédé, pour lui ça l'amuse, cette histoire. Il est resté intact. Et c'est une épreuve de vérité que cette marchandisation. Tant mieux si elle intervient. Ça fait d'autant mieux le tri. On voit, ça peut épater tout le monde, on voit qu'il y a encore des gens qui créent parce que c'est une nécessité intérieure, sans avoir aucun souci de la réception, du végétariat, de la commercialisation. Ça existe encore. Et qu'on s'en étonne, ça c'est aussi, ça rentre dans ce que Roland Barthes constate. Attention, notre langage est fasciste, mais notre manière de penser est fasciste. S'il faut se poser des problèmes parce que l'art brut commence à coûter cher, si ça nous pose problème, c'est que c'est grave. Alors c'est que, quelle est notre valeur? Dieu est mort peut-être, mais on est devenu encore plus religieux et plus intégriste. Les intégristes de quelque obédience qui soit, et qu'on dénonce maintenant quotidiennement, n'arrivent qu'à notre cheville quand on pense à le fétichisme que nous avons sur l'argent. Le fait que se pose ce problème de marchandisation de l'art brut comme si c'était un problème, c'est grave. Pourquoi mettre ça en relation? Ça n'a aucun rapport. Et on a affaire à des artistes qui ne pensent pas du tout commercialiser ça. Ça reste ainsi, plus que jamais. Donc ça leur donne plus que jamais d'impact. Plus que jamais, l'art brut, je pense, est contestataire. Là, vous parlez de l'art brut historique. Mais moi, la question, quand je vous dis, est-ce que l'art brut existe encore aujourd'hui, c'est un peu, justement, parce que la marchandisation, bien sûr, c'est tout à fait légitime par rapport à ce qui a été fait dans un rapport de vérité. En revanche, on se demande si aujourd'hui, dans l'art actuel, dans les jeunes créateurs qui sont qui sont répertoriés comme art brut, est-ce que ça a encore un sens du même ordre? Un peu comme vous savez quand Duchamp met son objet dans les musées, oui, l'urinoir dans les musées, bien sûr au départ, mais après, est-ce que les gens qui font ça 10 ans, 15 ans, 20 ans après, est-ce que ça garde son caractère de provocation? Et c'est en fait toujours un peu la question que moi je me pose. Si je puis me permettre, ça garde son caractère de mise en question.
Et je crois que la force de l'art brut et des écrits bruts, qui sont une notion parallèle, les écrits bruts, ben, il me semble, sont aussi un outil de mise en question de la littérature et de comment fonctionne la littérature aujourd'hui. Et ça, cette capacité de mise en question, elle ne se périme jamais. Il faut voir que ce que Dubuffet... je me présente, je ne suis pas spécialiste des écrits bruts, je suis Céline Delaveau, moi j'ai travaillé sur le concept d'art brut chez Dubuffet. J'ai eu la folie d'en faire une thèse, d'ailleurs. J'ai beaucoup lu Michel Thévaux, évidemment, pour mes recherches. Et j'avais des questions plus ou moins naïves, effectivement, sur l'enjeu que conservent aujourd'hui ces textes. Je crois que vous avez déjà clairement répondu. L'enjeu est encore là, vous le voyez même comme politique. Je pense qu'il se situe à énormément de niveaux. Je peux peut-être continuer à intervenir et Monsieur Walter terminera. Donc moi je suis restée c'est dans ma bibliothèque, la première édition des écrits bruts. Et donc il y avait un texte de Dubuffet qui date de 69, qui est paru dans cet ouvrage, qui est d'ailleurs, et c'est très bien, qui est à nouveau publié dans cette nouvelle édition de l'anthologie. Et dans ce texte de Jean Dubuffet, donc, qui a été publié donc, dans l'édition de 79 de votre anthologie, Dubuffet ne parlait pas directement d'écrit brut, hein, il n'utilisait pas cette expression, parce que je crois que de la même manière qu'avec l'art brut, ce qu'il visait, ça n'était pas à créer une catégorie qui viendrait enfermer un certain type d'écrits marginaux, mais au contraire, l'enjeu, il est comme celui de l'art brut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est de mettre en question la littérature et une certaine littérature telle qu'elle est légitimée par les institutions culturelles, ce mécanisme de légitimation qui peut être parfois assez figé, de même que l'art brut consistait principalement à critiquer la définition de l'art et sa pratique telle qu'elle est aussi légitimée par un certain pouvoir, effectivement, qu'il faut toujours, en tout cas, critiquer, c'est-à-dire mettre en question. Dubuffet, dans ce petit texte, proposait comme titre de l'anthologie l'art brut dans l'écrire. Et il disait que le vent de l'art brut souffle sur l'écrire aussi bien que sur les autres chemins de la création d'art. Dubuffet a aussi parlé de musique brute, hein, par exemple. Et on comprend qu'il y a du brut dans l'écriture quand l'auteur invente une manière d'écrire personnelle, singulière, déroutante, donc forcément, donc par exemple, indifférente aux règles orthographiques, aux règles grammaticales, typographiques, et donc ça vient forcément toucher aux conventions culturelles, un certain consensus qui nous permet entre autres de vivre ensemble, mais aussi d'exclure. Et ce souffle brut, donc à mon sens, résidait principalement dans l'invention, mais ça j'y reviendrai après, mais on touche vraiment très largement à la définition de la poésie finalement. Oui, ou en tout cas de bien nombre de poèmes à l'époque moderne. Sans doute, mais j'ajouterais une poésie conflictuelle. Ça me rappelle que Dubuffet racontait dans sa biographie au pas de course que enfant, comme beaucoup d'autres enfants d'ailleurs, il avait inventé une langue peau-rouge qui parlait comme ça, etc. Beaucoup d'enfants aiment bien cultiver comme ça des mots secrets, des mots qui échappent aux adultes. C'est une manière pour eux de se préserver de la langue qu'on dit si bien maternelle, c'est-à-dire qu'elle représente souvent pour eux une emprise intolérable. Donc déjà dans la langue, il y a une stratégie défensive. Et si je fais allusion aux enfants, c'est qu'effectivement, chez les auteurs d'écrits bruts comme d'art brut, il y a certainement une persistance ou un retour à l'enfance dans ce qu'elle peut avoir de très inventif. Et effectivement, beaucoup, en tout cas une partie des auteurs d'écrits bruts, inventent effectivement des mots de toutes pièces, s'inventent un langage personnel ou cryptent le langage. Ils inversent les mots, ils changent une lettre par une autre, enfin ils inventent tout un système de cryptographie de manière à se préserver de ce langage qui pour eux est intolérable. Parce que c'est un langage d'assujettissement. Donc pour eux, c'est une réaction défensive. Donc ils cryptographient leur message.
Et ils mettent beaucoup de soin à cryptographier. Finalement, à force de cryptographier, ils oublient le message à donner. Ils se concentrent tellement dans la cryptographie que la cryptographie devient le seul message, n'est-ce pas? Le message, c'est le médium. Eh bien, là, en l'occurrence, c'est la cryptographisation qui devient... il n'y a plus rien à dire, mais disons-le de manière cachée. C'est là une invention. C'est pour dire que c'est peut-être une voie poétique que même déjà Victor Hugo, hein, quand on voit les manuscrits de Victor Hugo, on voit que certains poèmes qui ont été commencés, Victor Hugo a mis des syllabes, des sons. Puis ensuite, il a construit un poème là-dessus. Parfois, ça a tourné court et il nous reste ces documents-là. Eh bien, on peut dire que c'est la même chose. Se laisser guider par le son plutôt que par le sens, c'est la définition de la poésie. Et ces cryptographisations, si je peux me permettre le néologisme, c'est peut-être la poésie extrême. Hein. C'est là qu'on touche à l'invention de langage extrême qui crée ses propres significations et qui échappe à ce que dénonce Roland Barthes. Alors, c'est pour dire... Mais qui permet aussi d'interroger la définition de la poésie. Oui, et là encore, on touche à un enjeu qui n'est pas seulement littéraire, mais qui est sur... et là encore, ça reste contemporain comme questionnement, à mon avis. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir ça comme donc ces auteurs qui ont quand même en commun d'être des exclus sociaux, j'espère ne pas réduire... quand on est exclu d'un monde, est-ce qu'on n'est pas poussé à en construire un autre, le sien, personnel, et donc à inventer. Je veux dire, c'est aussi le symptôme de ce qu'ils vivent. Inventer, disons que personnellement, je ne crois pas beaucoup à l'imaginaire. Hein, l'imaginaire, inventer, de toutes pièces, laisser parler ses rêves, son imagination, je pense que... Inventer au sens de faire surgir quelque chose de nouveau. Oui, mais inventer, il faut jouer sur l'amphibologie du mot inventer. C'est intéressant d'ailleurs, ça a deux significations très différentes. Inventer, ça veut dire créer quelque chose de toute pièce qui n'existait pas encore, ou l'invention de la croix, ça veut dire aller retrouver quelque chose qui existait déjà mais qui était caché et qui était oublié. Donc là, on peut très bien jouer sur l'ambiguïté du mot, n'est-ce pas? Et ce que les auteurs d'art brut en général, ou d'écrit brut, inventent, c'est, disons, ils font apparaître par le regard biais ou le pas de côté qu'ils font par rapport à la réalité, ils font surgir de la réalité des choses que nous n'avions pas vues. Donc c'est pour ça que on dit souvent l'imagination, l'artiste y crée, etc., comme s'il y avait un monde alternatif que les artistes inventaient. Non, je crois que les artistes sont justement des gens qui manquent d'imagination, et qui suppléent par un travail sur les formes, etc. Ils sont en déficit d'imagination. Qu'est-ce qu'il y a dans l'imagination? Il y a nos héros enfantins, aujourd'hui qui sortent de la vidéo, de la bande dessinée, etc. C'est assez pauvre. L'imagination, c'est une poubelle. Dans nos rêves, les rêves sont consternants. Malheur à ceux qui nous racontent leurs rêves, c'est toujours très ennuyeux. Tandis qu'avec ces auteurs-là, on a affaire à des gens qui, tout d'un coup, nous font voir la réalité sous son angle. C'est la réalité qui est riche, mais elle est secrète, elle ne se livre pas. Il faut être vraiment très inventif, mais au sens de trouver ce qui était caché. Et c'est en cela que ces malversations dans l'ordre de la figuration ou dans l'ordre du langage, tout d'un coup, nous font entrevoir quelque chose qui, dans la réalité, nous avait échappé ou était refoulé. Peut-être dernière petite question, Dubuffet lui-même, qui avait envie, en fait, pour qui les écrits bruts étaient des modèles de rénovation de la littérature, c'est lui-même pris au jeu, a joué le jeu, en inventant un jargon qu'il a fini par appeler absolu car incompréhensible et ne respectant pas justement les règles de la grammaire, de l'orthographe, etc. Quel lien vous feriez entre le jargon du Dubuffet? Il était passé par ce qu'il appelait avant l'écrire cochon,
puis le jargon et le jargon absolu. Quel lien vous faites entre le jargon absolu et les écrits bruts qu'il a collectionnés et étudiés comme vous? Dubuffet, c'est un cas spécial, parce que il était capable de cure de folie. Dans son atelier, c'était un fou. Les auteurs d'art brut, c'était ses maîtres, disait-il. Et je crois qu'il parvenait à cette folie-là. Et l'après-midi, c'est la chouette de Minerve qui ne se relève qu'au crépuscule. La chouette de Minerve, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, etc. L'après-midi, Dubuffet devenait intelligent et réfléchissait, et ça devenait un intellectuel. C'était un homme double, c'était un fou, un schizophrène, mais au sens véritablement étymologique du terme, capable d'osciller entre l'extrême folie et l'extrême intelligence. Rares sont les cas d'oscillation, de sorte que je pense que c'est ça son génie qui l'a fait passer d'une créativité extraordinaire à... il a même été conservateur de musée, commissaire de musée, d'exposition, de choses comme cela. C'était un homme multiple. Des fois ça arrive peut-être dans l'orchestre, on a beaucoup dit, ouais, tout à fait. Mais quelle était la question? Je vous parlais du lien, mais vous avez répondu à votre manière, entre l'invention de son jargon absolu par Dubuffet et ces modèles de rénovation d'une littérature figée que seraient les écrits bruts. Oui, bilingue, hein, c'est un écrivain magnifique qui honore la langue française. Et puis en même temps, c'est un inventeur de jargon. Il passe du langage cochon à la parole vive. Je vous en prie. Oui, d'abord, je voudrais revenir sur le rapport à l'argent dont on a parlé. Il y a une contradiction absolue entre la valeur d'un tableau de Van Gogh et son œuvre. Si la force corrosive, subversive de l'art moderne, je ne parle même pas de l'art brut, et je voudrais en dire quelques mots bien sûr, et des écrits bruts, cette force, la plupart du temps, pour des raisons intéressées très probablement, est négligée ou ignorée. Bon, il y a 3000 pages de lettres de Van Gogh. Si vous appliquez ce qui est écrit dans ces 3000 pages que j'ai lues mot à mot presque, si vous les appliquez, vous sortez d'ici, vous ne reconnaissez rien de ce qui nous entoure. Vous ne reconnaissez pas l'organisation des gouvernements, vous ne reconnaissez pas les lois, vous ne reconnaissez pas l'enseignement, vous ne reconnaissez pas la protection des gens âgés, vous ne reconnaissez rien du tout. Vous êtes entré enfin dans une civilisation, alors que nous vivons dans un état de néo-féodalité ou de semi-féodalité quasiment dans le monde entier. Cette force subversive qui est chez Van Gogh, elle est bien entendu chez ceux qui se sont largement inspirés dans ce qu'on appelle la peinture moderne, que ce soit Paul Klee, Picasso, Jean Dubuffet bien sûr, Pierre Alechinsky aujourd'hui. Donc ça c'est pour ce qui concerne la peinture. Si on pense à la musique, le free jazz et le jazz lui-même, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, sont en contradiction absolue avec la société dont ils sont issus. Donc, il est évident que la décomposition du son dans une composition de Coltrane a une force corrosive extrême. Il aurait été intéressant de demander à M. Trump ce qu'il pensait de John Coltrane. Peut-être qu'il ne savait pas qui c'était. Mais il y a des millions de gens dans le monde qui ont entendu cela. Et donc ça change le rapport entre la logique et la subjectivité, entre la conscience et l'inconscient, avec toutes les conséquences économiques, politiques, sociales, culturelles que cela suppose. Voilà deux arts donc exemplaires. Et la littérature est restée loin derrière ces choses, ce que pensait Dubuffet. Bon, il y a des exemples dans la littérature qui rejoignent les écrits bruts. Il y a des écrits des dadaïstes de 1916 avec Tristan Tzara.
Il y a des recherches sur le langage chez Michaud en 1927, par exemple. Bon, très bien. Il y a le Finnegans Wake de Joyce, bien sûr. Mais d'une manière générale, la littérature est restée prise dans des formes anciennes, conservatrices, formes d'ailleurs tout à fait exceptionnelles et que Dubuffet lui-même et Michel Thévos lui-même utilisent d'une manière tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le langage de la logique et le langage ancien en le retournant contre lui-même. Ça, c'est une chose que l'on peut faire. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est faire exploser la langue, et c'est ce qu'ont fait les auteurs d'écrits bruts. Parce qu'ils ont, vu qu'ils étaient extrêmement troublés, agités, etc., et qu'ils vivaient dans des conditions concentrationnaires, ils ont évidemment ressenti des choses que la plupart des gens sentent obscurément, mais qui, chez eux, ont commencé à jaillir avec une force extrême, et ils ont voulu dire leur tumulte, et évidemment, ils ne pouvaient le dire qu'en transformant la langue. Donc les écrits bruts sont, pour les écrivains d'aujourd'hui et de demain, un exemple absolument capital, ce qui montre bien l'actualité, parce qu'on en a parlé, bon, l'actualité de ces choses. Bon, je tiens absolument à dire que ce livre est magnifique. Hein. Je l'ai lu... il paraît qu'un de mes plus vieux amis dit que je suis très avare de compliments. Bon, c'est vrai. Je tiens à dire que ce livre est capital. C'est un des très très grands livres qu'on aura publié à notre époque, parce que Michel Thévos a passé sa vie à se poser les questions les plus graves et les plus importantes. Et dans ce livre, il y a deux sortes de textes qui sont très frappants. Les premiers, ce sont des textes théoriques au sens où on parle de la French Theory aux États-Unis depuis 50 ans, comme vous le savez. Et alors, il y a aussi des textes dans lesquels il évoque l'écriture de ces hommes et de ces femmes, et qui sont quasiment des poèmes. C'est un livre magnifique à lire, toutes affaires cessant. Si on a encore un petit peu de temps, on pourrait peut-être parler de cette question aussi du mélange de l'écriture et de la figure, notamment chez les artistes bruts ou les écrivains bruts. Je ne sais pas si c'est dans le langage dans la rupture, pardon, l'essai qui est nouveau publié, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais en tout cas c'est bien vous qui l'avez dit. Vous disiez, mais je vous reformule, que dans la culture occidentale, l'enfant commence certes à dessiner avant d'écrire, mais curieusement, à partir du moment où il commence à acquérir la pratique d'écriture, il s'arrête de dessiner par une sorte de convention tacite, éducative. C'est vrai que c'est quand même curieux, enfin on le constate. Et finalement, l'artiste, c'est l'enfant qui n'aurait cessé de dessiner et qui se situe donc en rupture avec ce qu'on lui demande de faire. Enfin, c'est un petit peu mal formulé, mais... Et il se trouve aussi que précisément une des caractéristiques des artistes bruts, c'est de mêler écrit et dessin au cœur d'une même production, légitime aujourd'hui comme œuvre. Et ce que Dubuffet lui-même a fait dans son plus grand cycle qui s'appelle Bourloupe, où on ne sait plus si on doit parler d'écriture ou de figure. Oui, historiquement, c'est un fait. Quand on s'est mis en quête, Frédéric Ballet, nous, Geneviève Roulin et moi, en quête d'écrits bruts, quand on a été fouillé dans les archives des hôpitaux psychiatriques, on a trouvé des choses très... On a trié, on a trouvé des écrits, et une fois que ces écrits ont été recueillis, sélectionnés, etc., on s'avisait que ces noms de leurs auteurs nous étaient connus déjà. Ils faisaient partie de la collection de Dubuffet. C'était les mêmes qui dessinaient et qui écrivaient. Et de toute façon, on trouve effectivement dans les dessins d'art brut souvent beaucoup d'écritures qui sont d'ailleurs, elles ont ceci d'intéressant qu'elles ne s'assujettissent pas à une autre orthogonalisation, n'est-ce pas? C'est fou ce que nous sommes orthogonalisés, l'angle droit. Enfin, ici peut-être pas parce que c'est une salle, mais d'une manière générale, la table, le lit, nous naissons dans un lit, nous mourrons dans un lit rectangulaire et nous vivons dans un rectangle qui n'est pas seulement topographique, mais on est rectangularisé et orthogonalisé jusque dans notre cerveau, hein, c'est tout cela. Alors cela, pour
cibler cette dissociation de l'écriture et du dessin. Effectivement, les enfants ne font pas la distinction, et l'écriture occidentale de notre culture, c'est au fond le refoulement de tout du corps graphique des mots, de manière à arriver au numérique, qui est l'aboutissement total d'une décorporalisation de la chair des mots, c'est certain. Et cela dit, non pas péjorativement, ça aboutit à la recherche du temps perdu. Enfin, comme disait Jean Cocteau, toute la littérature française, ça n'est jamais qu'un alphabet de 24 signes mis en désordre. Avec tout ça, on fait la littérature française. Donc il y a un enrichissement énorme à abstraire le signe graphique de toute analogie visuelle. Ça devient un système de signes combinables et capable virtuellement de toute la littérature mondiale, c'est sûr, mais c'est au prix aussi d'une inhibition. Ce qu'on a gagné d'un côté, on le perd de l'autre. Et l'enfant, en apprenant à écrire correctement, c'est-à-dire de plus en plus à dépersonnaliser ce qui dit à son investissement corporel dans le mot, devient de plus en plus intelligent, de plus en plus social, il a des performances, mais il perd quelque chose. Et on peut dire que les auteurs d'art brut, j'aimerais pouvoir dire qu'ils sont régressifs en ôtant au mot régressif sa connotation péjorative. C'est vrai qu'avec l'art brut, peut-être l'art en général, hein, mais surtout les auteurs d'art brut, on a souvent une régression ou une fixation à un stade antérieur de notre développement culturel. Mais le gain, le bénéfice collatéral de cette fixation, c'est que il s'arrête en chemin, et là où nous avons passé à toute vitesse en TGV, sans bien voir le paysage, eux, ils prennent des chemins de traverse, ils découvrent toutes sortes de choses. Donc cette persistance enfantine, elle est riche. La régression, c'est pas une perte, dans leur cas, c'est une acquisition. C'est-à-dire que dans ce moment encore polyvalent, où écrire, dessiner n'est pas encore dissocié, eh bien, il y a toute une intelligence visuelle qui nourrit encore l'écriture, ou toute une intelligence articulaire qui développe la vision. Il y a là tout un champ que notre culture a sacrifié. Encore une fois, une culture, c'est chaque fois, parmi l'immense virtualité que à chaque enfant qui naît apparaît dans un esprit, une culture consiste à développer certaines de ses potentialités avec des performances admirables, mais c'est au détriment des autres. Alors on peut dire qu'avec les auteurs d'art brut, on a affaire à des personnes effectivement qui dérogent, des déviants, qui n'ont pas suivi la logique ordinaire. Et cette indissociation de l'écrire et du dessiner, c'est effectivement une de ces déviances créatrices. C'est ces facultés enfantines que nous avons sacrifiées, mais que nous sommes capables de retrouver. Finalement, nous ne les perdons pas totalement. Si nous y sommes sensibles, c'est que ça réveille en nous. Tout espoir n'est pas perdu, n'est-ce pas? Nous n'avons pas inhibé totalement les virtualités que nous avions étant enfants. Nous sommes capables de les retrouver. Mais attention, c'est un travail. Et encore une fois, je reviens à la marchandisation de l'art brut, etc. Nous pouvons très bien faire entrer l'art brut dans le capitalisme investisseur, etc. C'est un rapport qu'on doit inventer. Donc voilà les propositions de l'art brut. C'est à nous, encore une fois, de leur inventer un accueil. Nous en ferons l'usage que nous voulons. Avec un couteau, nous pouvons tartiner quelque chose ou exterminer celui qui n'est pas d'accord avec nous. Il ne faut pas s'en prendre au couteau, il faut s'en prendre à celui qui s'en sert. Mais on peut dire de l'art que c'est la même chose. Vous pouvez vous en servir pour investir. Bon, c'est votre problème, mais c'est triste. Je voudrais quand même vous lire deux textes de Michel Thévos qui évoquent l'écrit brut, quand je vous parlais de poésie. Aimable Jaillet a conservé lui aussi l'esprit enfantin d'enchantement devant le langage. Il ne se lasse pas d'en expérimenter les pouvoirs, de fragmenter et de recomposer les termes, de varier ou de substituer les phonèmes, d'éprouver les règles grammaticales,
en s'émerveillant des conséquences sémantiques imprévues qu'engendrent de telles manipulations. Débouté du contrat social, il se sert lui aussi du langage comme un voleur qui arrache les choses à leur usage ordinaire, les traite avec trop de brusquerie ou trop de respect, les désapproprie ou, comme l'enfant précisément, qui préfère démolir ses jouets et s'amuser de leur mécanique interne plutôt que d'en user conformément au mode d'emploi. Et alors il y a une autre, je ne vais pas dire description, mais évocation de ces écritures par Michel Thévaux au sujet de Sylvain Lecoq, qui est un auteur d'art brut très important. Je vais vous retrouver la page. Ah oui, voilà. On ressent immédiatement une jubilation enfantine dans le rapport que Lecoq entretient avec les mots. Son écriture, d'abord appliquée et soigneusement alignée, évoque les pages d'un cahier de classe. Certes, sous cette sage livrée scolaire, et par une sciation qui lui est propre, Lecoq se livre aux derniers outrages à l'égard de la langue. Mais son insolence reste enfantine. Elle consiste à tourner en dérision les notions inculquées, les noms géographiques et les exemples de grammaire. À la source de ces impertinences de potache, il y a le plaisir quasi physique de la vocalisation des mots et le plaisir tout aussi élémentaire de la transgression des règles grammaticales. Tout certainement pas. Voilà, merci de votre attention.